Lorsque l'homme le plus puissant de la région décida d'échanger ses habits raffinés contre de simples tenues de paysan, il n'aurait jamais imaginé que ce serait une jeune femme sans nom, sans dot et sans importance sociale qui changerait complètement le cours de sa vie et le cœur de son fils. Et ce qui arriva lorsque la vérité éclata, non seulement choqua le village entier, mais révéla quelque chose que le baron lui-même ne s'attendait pas à découvrir sur lui. Auguste de Montjoie se réveilla ce jeudi matin-là, avec le poids familier serrant sa poitrine. Par la fenêtre du château, il observait les terres qui s'étendaient à perte de vue. Plantations de café verdoyantes, champs de canne à sucre organisés en rangées parfaites, écuries abritant les meilleurs chevaux de la province. Tout cela portait le nom de Montjoie depuis 3 générations. À 37 ans, il commandait un empire agricole qui faisait mourir d'envie les autres barons. Mais rien de tout cela n'avait d'importance lorsqu'il entendait les pas lents et traînants d'Henri dans le couloir. Son fils, âgé de 7 ans, apparut à la porte de la chambre, l'uniforme du pensionnat déjà enfilé, mais avec cette expression mélancolique devenue permanente ces derniers mois. Le garçon tenait une lettre froissée dans ses petites mains. « Père, la maîtresse a demandé à chaque élève d'emmener ses parents à la présentation de vendredi. Il y aura une pièce de théâtre sur la famille. » La voix était basse, presque honteuse. Auguste sentit sa gorge se serrer. Henri avait perdu sa mère, Madame Béatrice, lors d'un accouchement compliqué 5 ans auparavant. Depuis, le baron tentait d'être à la fois père et mère, mais la distance émotionnelle qu'il maintenait par tempérament et la rigueur de l'éducation aristocratique créaient un abîme entre eux. Il savait qu'il y avait un vide profond dans le cœur du garçon, un trou que ses richesses ne pouvaient combler. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. « Et qu'allez-vous présenter, mon fils ?» demanda Auguste, essayant d'adoucir sa voix habituellement autoritaire. « Je vais parler de maman qui est au ciel, » répondit Henri avec la sincérité cruelle des enfants. Mais Thomas a dit que ça ne compte pas, parce qu'une vraie mère, c'est celle qui coiffe le matin, qui met du baume quand on se blesse au genou et qui raconte une histoire avant de dormir. Madame Clarisse fait tout ça pour lui. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Auguste, pendant tout le petit déjeuner, servi formellement dans la salle à manger. Il observait son fils manger en silence, servi par la gouvernante, Madame Marthe, et réalisait avec une clarté douloureuse à quel point l'absence d'une figure maternelle détruisait la joie naturelle qu'un enfant devrait avoir. Henri ne souriait plus, ne courait plus dans les couloirs, ne faisait plus de bêtises. Il était poli, obéissant et tristement adulte pour ses 7 ans. Le problème n'était pas le manque de candidates au poste de baronne. Au contraire, Auguste recevait des invitations constantes à des soirées, des bals et des dîners formels. Veuves élégantes, filles de marchands prospères et même quelques cousines éloignées de familles traditionnelles tenaient à manifester leur intérêt pour le veuf le plus convoité de 3 provinces. Toutes avaient quelque chose en commun qui répugnait profondément Auguste. Elles traitaient Henri comme un obstacle nécessaire à tolérer, jamais comme un enfant qui avait besoin d'un amour maternel authentique. Madame Amélie de Valois, fille du plus grand exportateur de café de la région, alla jusqu'à suggérer lors d'un thé formel qu'Auguste envoie le garçon dans un pensionnat de la capitale. Les enfants ont besoin d'une discipline rigoureuse et d'une éducation britannique, disait-elle, tandis qu'Henri jouait seul dans un coin du salon avec des soldats de plomb. Ces idées sentimentales d'éducation rapprochée ne créent que des adultes faibles. Le baron n'oublierait jamais le regard de mépris qu'elle jeta au garçon lorsqu'il s'approcha timidement pour montrer la formation militaire qu'il avait mise en place. Valentine Dumas, veuve d'un marchand de tissus, ignorait purement et simplement l'existence d'Henri lors de ses visites sociales, qui s'étendaient bien au-delà du protocole. Lorsque le garçon tentait de montrer ses dessins de chevaux ou le nid d'oiseaux qu'il avait trouvé dans le jardin, elle détournait le regard avec un évident inconfort et reprenait la conversation sur les bals et la politique, comme si l'enfant était invisible.
Auguste percevait la peine grandir dans les yeux de son fils à chaque visite. La situation la plus embarrassante se produisit lors d'un dîner formel qu'Auguste offrit pour présenter Cécile de Montaigne, considérée comme le meilleur parti disponible dans la société locale. Fille d'un juge influent et nièce d'un sénateur, elle possédait tous les attributs que l'aristocratie rurale jugeait idéaux: beauté classique, éducation raffinée à Paris, de considérables et connexions politiques avantageuses. Le mariage serait célébré comme l'union de l'année. Pendant le dîner de 6 plats servi avec toute la pompe, Henri descendit les escaliers, vêtu de son pyjama de lin. Il avait fait un cauchemar et cherchait son père. Ses petits yeux étaient rougis par des pleurs contenus. « Père, puis-je dormir dans votre chambre aujourd'hui ? J'ai encore rêvé de ce cheval noir et de ce qui me poursuivait. » La voix tremblait d'une peur authentique. Cécile dissimula à peine son irritation. Son visage parfait se tordit en une expression de dégoût avant de reprendre sa façade sociale. « Quelle grâce, mon cher. Maintenant, soyez un garçon bien élevé et retournez dans votre chambre. Les adultes traitent d'affaires importantes. » Le ton était glacial, mécanique, complètement dénué de toute chaleur maternelle. Elle ne demanda même pas quel était son cauchemar, ni n'offrit un mot de réconfort. Henri baissa la tête, les larmes coulant enfin sur son petit visage, et quitta la pièce en silence. Auguste se leva brusquement, faisant tomber sa coupe de vin qui tacha la nappe de lin brodé. « Excusez-moi » fut tout ce qu'il dit avant de suivre son fils. Il trouva Henri recroquevillé dans son lit, sanglotant doucement dans l'oreiller pour ne pas faire de bruit. Le baron s'assit sur le bord du lit et, pour la première fois depuis des années, ne savait que dire. Son éducation rigide ne l'avait pas préparé à gérer les émotions enfantines. « Elle ne m'aime pas, père, » murmura Henri. « Aucune d'elles ne m'aime. Elles font semblant d'être gentilles quand vous regardez, mais leurs yeux deviennent durs quand elles s'approchent de moi. Madame Marthe a des yeux doux, la cuisinière aussi, mais les belles dames qui viennent dîner n'en ont jamais. » Cette observation coupa Auguste comme une lame affûtée. Le garçon avait raison. Sa perception enfantine saisissait la fausseté que les adultes dissimulaient sous les bonnes manières. Aucune de ces femmes ne démontrait le moindre signe d'affection sincère pour Henri. Toutes voyaient dans le garçon seulement un fardeau nécessaire pour conquérir le titre de baronne et l'accès à la fortune Montjoie. Cette nuit-là, Auguste congédia Cécile de Montaigne avec une vague excuse d'indisposition. Il resta éveillé jusqu'à l'aube, arpentant les couloirs silencieux du château, pensant à la cruauté involontaire qu'il commettait envers son propre fils. Henri méritait une vraie mère, pas une belle-mère intéressée qui le tolérerait seulement dans le cadre d'un accord social avantageux. Ce fut alors qu'une idée absurde commença à se former dans son esprit, une idée si radicale qu'elle défiait tout ce que sa classe sociale représentait. Et si le problème n'était pas qu'il ne trouvait pas la bonne femme, mais plutôt que son titre et sa fortune empêchaient les bonnes femmes d'apparaître, et s'il retirait son nom, sa position sociale et ses biens de l'équation, et s'il était jugé uniquement pour l'homme qu'il était réellement, dépouillé de toutes les couches de privilèges qui le définissaient depuis sa naissance? L'idée était dangereuse, potentiellement désastreuse pour sa réputation et complètement en dehors des normes de conduite attendues d'un baron. Mais Auguste était désespéré d'une manière que la richesse ne pouvait apaiser. Voir Henri dépérir émotionnellement, se transformant en un enfant triste et fermé, brisait son cœur paternel jour après jour. Il devait agir, même si cela signifiait violer toutes les règles non écrites de sa classe sociale. Il passa la semaine suivante à planifier méticuleusement chaque détail d'une stratégie que ses pairs aristocratiques considéreraient non seulement absurde, mais une trahison de sa propre lignée. Faire semblant d'être un homme ordinaire pour trouver le véritable amour semblait tout droit sorti d'un roman à 2 sous, mais Auguste ne voyait pas d'autre issue. Sa position sociale était devenue une prison dorée qui empêchait toute connexion humaine authentique. Le baron convoqua discrètement son régisseur de confiance, Joseph Dubois, un homme de 40 ans qui travaillait pour la famille depuis 2 décennies et connaissait chaque secret des affaires Montjoie.
J'ai besoin de votre loyauté absolue dans ce que je vais vous proposer, dit Auguste, fermant la porte du bureau avec précaution. Ce que je vais vous demander paraîtra fou, mais je jure sur la mémoire de ma défunte épouse que j'ai de bonnes raisons. Joseph écouta en silence le plan de son patron, ses yeux s'écarquillant progressivement. Quand Auguste eut terminé, le régisseur resta quelques minutes à digérer l'information avant de parler. « Monsieur le baron, avec tout le respect que je vous dois, c'est extrêmement risqué. Si cela se découvre, votre réputation sera détruite. Les familles importantes vous considéreront comme un lunatique. Vous pourriez perdre votre influence politique, vos contrats commerciaux et même la tutelle du jeune Henri si un juge vous estimait mentalement instable. » « J'ai déjà considéré tous ces risques, » répondit Auguste avec fermeté. « Et pourtant, je préfère risquer ma réputation plutôt que de continuer à voir mon fils dépérir sans une mère qui l'aime vraiment. De l'argent, j'en ai en abondance. L'influence sociale, je peux la reconquérir, mais l'enfance d'Henri passe et ne reviendra plus. » Joseph Dubois soupira profondément, reconnaissant la détermination inébranlable dans le regard de son patron. « Très bien, monsieur le baron, je vais vous aider, mais faisons cela correctement, avec toute la prudence possible. Premièrement, nous devons établir une identité crédible. Deuxièmement, choisir une localité où personne ne vous reconnaîtra. Troisièmement, créer une histoire de vie cohérente qui résiste à tout questionnement fortuit. » Pendant 2 semaines, ils travaillèrent sur les moindres détails de la transformation. Auguste choisit le village de Sainte-Claire-des-Vallées, situé à 5 jours de voyage du domaine principal, dans une région montagneuse où l'influence directe de la famille Montjoie était moindre. C'était une petite communauté d'environ 200 familles, principalement dédiée à la culture du maïs, des haricots et à l'élevage laitier. Le genre d'endroit où tout le monde se connaissait, mais où un veuf, avec un jeune enfant cherchant à refaire sa vie, ne susciterait pas de soupçons excessifs. Joseph réussit à louer une maison modeste à la périphérie du village par l'intermédiaire d'intermédiaires. Une construction simple en pisé avec 3 pièces, un salon, qui servait aussi de cuisine, une petite chambre et une chambre encore plus petite où Henri dormirait. Il y avait un puits dans le jardin, un potager abandonné et un poulailler en ruine. Comparé au château de 40 pièces où il vivait, c'était pratiquement une cabane. Mais c'était parfait pour les dessins d'Auguste. Ils achetèrent des vêtements usagés au marché populaire de la ville la plus proche. Des pantalons de coton épais rapiécés, des chemises délavées, un chapeau de paille usé, des bottes usées mais toujours fonctionnelles. Auguste laissa sa barbe pousser pendant des semaines, la laissant hirsute et sans forme. Il exposa sa peau au soleil de midi, chose qu'un aristocrate n'aurait jamais faite jusqu'à bronzer comme les paysans. Ses mains douces développèrent des callosités artificielles grâce à des exercices avec des outils rugueux. La transformation physique fut surprenante. L'homme élégant et imposant, qui dirigeait des réunions d'affaires avec une posture droite et une voix autoritaire, se transforma progressivement en un paysan, courbé par le poids de la vie, avec une démarche plus lente et des gestes économiques de celui qui a appris à économiser son énergie. Même sa façon de parler changea. Auguste s'exerça pendant des heures devant le miroir, éliminant les termes recherchés et la prononciation raffinée, adoptant le langage plus simple et direct des paysans. Joseph observait les transformations avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Monsieur le baron, vous devenez méconnaissable. Êtes-vous sûr de pouvoir maintenir cette persona suffisamment longtemps? Il ne sera pas facile de faire semblant d'être pauvre alors que toute votre vie a été faite d'abondance. De petites habitudes pourraient vous trahir. »« J'en suis conscient, » répondit Auguste. « C'est pourquoi je vais réellement vivre comme ils vivent. Je vais travailler vraiment, cuisiner ma propre nourriture, laver mes vêtements à la rivière. Ce ne sera pas un simulacre complet, ce sera une immersion totale dans une autre réalité. Peut-être que cela fera même de moi un homme meilleur dans le processus. » Le plus grand défi fut de préparer Henri à ce changement radical.
Auguste s'assit avec son fils un après-midi ensoleillé dans le jardin du château et tenta d'expliquer le plus honnêtement possible à un enfant de 7 ans. « Henri, nous allons faire quelque chose de différent dans les prochaines semaines. Nous allons vivre dans un petit village, dans une maison simple, comme les gens ordinaires vivent. Ce sera comme une grande aventure. » Les yeux d'Henri s'illuminèrent pour la première fois depuis des mois, comme les livres d'aventure que Madame Marthe me lit, exactement comme dans les livres. « Mais il y aura une règle très importante que vous devrez promettre d'obéir sans exception. » « Quelle règle, père ? » « Personne ne doit savoir qui nous sommes vraiment. Nous utiliserons d'autres noms. Je m'appellerai Auguste Dubois, juste Dubois, sans Montjoie, et vous serez Henri Dubois. Nous ne pourrons pas parler du château, des domestiques, de notre vie. Ici, ce doit être un secret absolu, comme lorsque vous cachez un trésor. Pouvez-vous faire ça ? Henri réfléchit de longues secondes, avec le sérieux que les enfants réservent aux sujets vraiment importants. C'est parce que nous voulons découvrir qui nous aime vraiment, pas notre argent. Comme quand le prince se déguise en roturier dans les contes de fées. La perspicacité du garçon surprit Auguste. « Exactement, mon fils. Nous voulons trouver des gens qui nous aiment pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous avons. Surtout, nous voulons trouver quelqu'un qui vous aime vraiment, qui prendra soin de vous parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle est payée pour cela. Nous cherchons une mère pour moi, conclut Henri avec la franchise brutale de l'enfance. Oui, nous le faisons. Mais ce doit être la bonne personne, quelqu'un avec de vrais yeux doux, pas des yeux qui font semblant d'être doux. Comme les yeux de Madame Marthe. Exactement comme les yeux de Madame Marthe. Le déménagement à Sainte-Claire-des-Vallées eut lieu un lundi nuageux de juin. Ils voyagèrent dans une simple charrette tirée par un cheval ordinaire, rien de comparable aux élégantes voitures de la famille Montjoie. Auguste conduisait personnellement, sentant les rênes rugueuses lui blesser les mains, encore imparfaitement calleuses. Henri était à ses côtés, enveloppé dans une vieille couverture propre, observant le paysage rural avec une curiosité authentique. Le voyage dura 3 jours entiers, s'arrêtant dans de modestes auberges en chemin. Pour la première fois de sa vie, Auguste paya pour des repas simples servis dans des bols en terre cuite. Il dormit dans des lits durs, aux draps rêches, partageant de petites chambres avec son fils. Chaque expérience était une leçon d'humilité que son éducation aristocratique ne lui avait jamais offerte. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Sainte-Claire-des-Vallées, le soleil se couchait, éteignant les montagnes environnantes de tons orange et violets. Le village s'étendait sur une petite plaine, entre les collines, avec des rues de terre battue, de simples maisons en pisé ou en briques apparentes, une église modeste au centre de la place principale et quelques petites épiceries qui vendaient des produits de base. C'était un monde complètement différent de l'univers aristocratique d'Auguste. La maison que Joseph avait louée se trouvait dans la dernière rue du village, presque là où commençaient les plantations. Elle était encore plus petite qu'elle ne l'avait semblé sur les descriptions. Des murs en pisé blanchis à la chaux, un toit de chaume, de petites fenêtres sans vitres, juste avec des rideaux en tissu. À l'intérieur, il y avait un minimum de meubles, une table rudimentaire, 2 chaises, un fourneau à bois qui remplissait tout de fumée, 2 lits étroits avec des matelas de paille. Henri explora chaque recoin de la nouvelle maison avec un enthousiasme qu'Auguste n'avait pas vu depuis des années. « Père, regardez, il y a un poulailler dans le jardin. Nous allons avoir de vraies poules. Et ici, on peut faire un potager. Madame Marthe disait toujours que j'aimerais planter des choses. Puis-je planter ?» L'excitation du garçon validait chaque aspect de cette folie qu'Auguste était en train de commettre. Cette première nuit, ils préparèrent ensemble un repas simple, riz, haricots et œufs frits qu'ils avaient achetés à l'épicerie du coin. Auguste brûla le riz et laissa les haricots sans suffisamment de sel, mais Henri mangea tout avec appétit, riant des maladresses culinaires de son père. C'était la première fois en 5 ans qu'ils dînaient seulement tous les deux, sans domestique, servant en silence formel.
La pauvreté forcée créait une intimité que la richesse n'avait jamais permise. « Père, j'aime bien ici, » dit Henri avant de dormir, enveloppé dans la fine couverture. « C'est différent, mais c'est un bon différent. » « Je l'aime aussi, mon fils. Demain, nous allons découvrir le village et les gens. Vous souvenez-vous de notre règle? Secret absolu. Nous sommes Auguste et Henri Dubois. Père travaille au champ et je vais étudier à l'école du village. » La première semaine à Sainte-Claire-des-Vallées, Auguste Dubois, comme il se présentait désormais, visita les propriétés rurales des environs, cherchant du travail. Son histoire était simple et assez triste pour susciter l'empathie. Veuf depuis 5 ans, il avait perdu son épouse à l'accouchement, élevait son fils seul et devait recommencer loin des souvenirs douloureux de sa terre natale. Il était prêt à accepter tout service honnête. Labourer la terre, planter, récolter, s'occuper des animaux, réparer les clôtures. La sincérité apparente de la situation touchait le cœur des petits propriétaires. Dans les communautés rurales, la solidarité envers les veufs et les orphelins faisait partie du code moral non écrit. Monsieur Tobias, propriétaire d'une propriété de 10 hectares où il cultivait principalement du maïs, lui offrit 3 jours de travail par semaine. Le salaire n'est pas grand-chose, jeune homme, mais c'est honnête. Et si vous travaillez bien, je pourrais vous trouver plus de jours par la suite. Ce fut pendant ces premières conversations qu'Auguste entendit parler pour la première fois de Livia. « Il y a une jeune femme dans le village qui est un ange tombé du ciel », dit Madame Françoise, l'épouse de Monsieur Tobias, tout en servant un café fort et sucré. Livia Morel, la pauvre, a perdu ses parents quand elle était enfant. Elle s'est retrouvée sans rien au monde, mais n'a jamais perdu sa bonté. Elle travaille là où il y a du service, aide ceux qui en ont besoin, s'occupe des malades et apprend aux jeunes enfants à lire. Tout le monde l'aime, même si elle n'a rien à elle. « Même si ?» demanda Auguste, percevant quelque chose d'étrange dans la façon de parler de Madame Françoise. « Eh bien, vous savez comment sont les gens, n'est-ce pas? Il y en a qui pensent que ceux qui n'ont pas de terre, pas de famille importante, pas de dot, ne méritent pas de respect. Ils se moquent d'elle dans son dos, l'appellent « la pauvre », disent qu'elle finira vieille et seule, mais elle est plus digne que beaucoup de riches que je connais. » Auguste sentit quelque chose d'étrange en entendant cela, une indignation qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Dans son monde aristocratique, il faisait lui-même partie de ceux qui jugeaient les gens par leur lignée et leur fortune. Il n'avait jamais remis en question ce système, car il en avait toujours été au sommet. Mais maintenant, déguisé en homme du peuple, il commençait à voir la cruauté insouciante de cette hiérarchie sociale. Henri était inscrit à la petite école du village, un bâtiment simple de 2 pièces où une institutrice âgée, Madame Eulalie, enseignait les premières lettres à 20 enfants d'âge variés. Le garçon fut d'abord surpris par la différence brutale entre cette salle exiguë et mal éclairée et le pensionnat raffiné où il étudiait auparavant. Mais les autres enfants l'accueillirent avec une curiosité amicale et, pour la première fois, Henri eut de vrais camarades, pas seulement des enfants d'aristocrates avec qui il côtoyait lors de fêtes formelles. Ce fut un samedi matin, une semaine après leur arrivée à Sainte-Claire-des-Vallées, qu'Auguste rencontra Livia personnellement. Il était allé à l'épicerie du centre pour acheter des provisions de base, de la farine de maïs, du sel, un morceau de lard, des haricots. Il portait le tout dans un sac en toile usé lorsqu'il vit une jeune femme tentant de porter 3 lourds sacs de farine à la fois, visiblement avec difficulté. Elle avait environ 22 ans, des cheveux châtains foncés attachés en un simple chignon. Elle portait une robe de coton rapiécée mais propre, et il y avait une détermination tenace sur son visage, tandis qu'elle tentait d'équilibrer les sacs. « Laissez-moi vous aider, mademoiselle », proposa Auguste s'approchant. « Ils sont trop lourds pour être portés seuls. » Livia se retourna et Auguste se retrouva face aux yeux bruns les plus doux qu'il eût jamais vus. Ce n'était pas la beauté classique et raffinée des femmes aristocratiques qui le courtisaient. C'était quelque chose de différent, de plus profond. Il y avait une véritable bonté dans ses yeux, mais aussi de la fatigue,
L'expérience des difficultés et une dignité naturelle qu'aucune éducation raffinée ne pourrait enseigner. Vous n'avez pas à vous en faire, monsieur. J'y suis habituée, répondit-elle, mais sa voix était douce, polie. Ce serait une grossièreté de ma part de laisser une demoiselle porter un tel poids alors que je suis là, les mains libres. S'il vous plaît, permettez-moi de vous aider. Où allez-vous, mademoiselle? Livia hésita, clairement peu habituée à recevoir de l'aide sans arrière-pensée. Chez Madame Clarisse, dans la rue des Acacias. Elle a commandé de la farine pour faire des pains pour la fête de l'église. Alors, allons-y ensemble. Je vis près d'ici. Auguste prit 2 des sacs lourds avec une facilité qui surprit Livia. Ses muscles, développés au cours des dernières semaines de travail réel au champ, soutinrent le poids sans difficulté. Ils marchèrent côte à côte dans les rues de terre battues du village. C'était le milieu du samedi matin et Sainte-Claire-des-Vallées était en pleine activité. Des enfants couraient entre les maisons, des femmes lavaient du linge dans les lavoirs communautaires, des hommes réparaient des outils, des vendeurs ambulants annonçaient leurs marchandises. « Vous êtes le nouveau veuf qui s'est installé ici avec son jeune fils, n'est-ce pas ?» demanda Livia, tandis qu'il marchait. La nouvelle avait circulé rapidement dans la petite communauté. « Oui, Auguste Dubois, et voici mon fils, Henri. » Il répondit en désignant le garçon qui jouait avec d'autres enfants sur la place. « Nous recommençons notre vie ici après des moments difficiles. Je suis désolé pour votre perte. Cela doit être très difficile d'élever un enfant seul. » Il y avait une empathie authentique dans sa voix, non pas cette condescendance qu'Auguste détestait tant. « Je fais ce que je peux. Henri est un bon garçon. Il a juste besoin d'attention et d'affection que je ne sais pas toujours donner de la bonne manière. D'après ce que j'ai vu, il semble bien soigné et heureux. Cela en dit déjà long sur le père que vous êtes. » L'éloge simple réchauffa quelque chose dans la poitrine d'Auguste. Aucune des femmes aristocratiques qui le courtisaient n'avait jamais reconnu ses efforts en tant que père. Pour elle, l'éducation des enfants était l'affaire des gouvernantes et des tuteurs. Et vous, mademoiselle, vivez-vous seule aussi, d'après ce que j'ai entendu dire? Oui, je vis seule. J'ai perdu mes parents il y a 6 ans. Mon père avait une petite propriété, mais les dettes étaient plus importantes que la terre. Quand il est décédé, tout a été vendu pour payer les créanciers. Il ne me restait que moi. Je suis désolé. Cela a dû être très difficile. Ça l'a été. Mais j'ai appris qu'on est plus fort qu'on ne l'imagine quand on n'a pas d'autre choix que d'être fort. Livia sourit, et il y avait une lumière dans ce sourire qui semblait illuminer la matinée. Je travaille là où il y a du service, je lave le linge, je cuisine, je garde les enfants, j'aide aux récoltes. Ce n'est pas une vie facile, mais c'est honnête, et j'ai mes petits moments de joie. Quel genre de joie ? Demanda Auguste, sincèrement curieux. Oh, des choses simples. J'apprends à lire à quelques enfants pauvres les dimanches après-midi. Je m'occupe d'un petit jardin derrière la maison où je vis, où je plante des fleurs et des herbes aromatiques. Je lis les livres que Madame Eulalie me prête de la petite bibliothèque de l'école. Je fais des broderies que je vends au marché de temps en temps. Ce sont de petites choses, mais elles me rendent heureuse. Ils arrivèrent chez Madame Clarisse, une dame veuve, qui faisait des pains et des pâtisseries sur commande. Livia remit les sacs de farine et arrangea les détails de la commande. Auguste observait la façon dont elle interagissait avec la cliente, respectueuse mais non servile, attentive aux détails, organisant mentalement les informations. Il y avait une intelligence pratique qui attirait son attention. « Merci de votre aide, monsieur Auguste, » dit Livia lorsqu'ils sortirent. « J'ai économisé 2 voyages. Ce fut un plaisir. Si vous avez besoin d'aide à nouveau, n'hésitez pas à me chercher. Je vis dans la dernière rue, la maison avec le poulailler en ruine. Je sais laquelle. Et peut-être que j'accepterai votre offre si ce n'est pas trop vous déranger. » À ce moment-là, Henri arriva en courant dans la rue, appelant son père. « Père, père, regardez ce que j'ai trouvé !» Il tenait dans ses mains un nid vide tombé d'un arbre. Ses yeux brillaient d'excitation.
Très beau, mon fils. Nous allons le ramener à la maison et le garder précieusement. » Auguste s'agenouilla à la hauteur du garçon, un geste qu'il pratiquait de plus en plus. Livia observa l'interaction avec quelque chose qui ressemblait à de la surprise. « Votre fils a des yeux très vifs. Est-il curieux du monde ? » « Trop. Toujours à poser des questions sur tout, à vouloir comprendre comment les choses fonctionnent. C'est un signe d'intelligence. Les enfants curieux deviennent des adultes intéressants. » Henri regarda Livia avec la franchise sans filtre de l'enfance. « Vous êtes jolie et vous avez des yeux doux, pas comme ces dames qui nous rendaient visite. Avant. » Auguste sentit son cœur s'arrêter une seconde. Le garçon avait presque dit « notre maison » en référence au château. Livia ne sembla pas remarquer le lapsus. « Merci, mon cher. Vous êtes très beau et bien élevé aussi. Votre père fait du bon travail. » Cette nuit-là, après avoir couché Henri, Auguste resta éveillé, pensant à la rencontre. Il y avait quelque chose chez Livia qui l'intriguait profondément. Ce n'était pas seulement sa beauté naturelle ou son évidente gentillesse. C'était la dignité avec laquelle elle portait sa pauvreté, la façon dont elle trouvait la joie dans les choses simples, l'intelligence qui brillait sous le manque d'éducation formelle. Elle était tout ce que les femmes riches n'étaient pas. Authentique, humble, forte sans être dure. Dans les semaines suivantes, Auguste et Livia se rencontrèrent de plus en plus fréquemment. Il apparaissait toujours pour l'aider à porter des choses lourdes, à réparer quelque chose de cassé chez elle ou simplement pour discuter en fin de journée. Livia, de son côté, commença à apporter de la nourriture supplémentaire qu'elle préparait pour Auguste et Henri, toujours avec une excuse plausible. « J'en ai fait trop, et ça va se gâter si vous ne mangez pas rapidement », disait-elle, offrant une casserole de ragoût encore chaud ou un morceau de gâteau de maïs qui sentait la cannelle. Auguste percevait qu'elle utilisait une partie du peu d'argent qu'elle gagnait pour acheter des ingrédients supplémentaires, et cela le touchait profondément. Livia donnait de ce qu'elle n'avait pas, mue par une pure bonté. C'était un type de générosité qu'il n'avait jamais expérimenté dans le monde aristocratique, où tout était calculé, mesuré, attendant un retour. Ce qui captura réellement le cœur d'Auguste fut la façon dont Livia se rapportait à Henri. Il n'y avait pas de condescendance artificielle ou de patience forcée. Il y avait un intérêt authentique pour l'enfant. Elle posait des questions sur les dessins du garçon et prêtait réellement attention aux réponses. Elle apprit à Henri à identifier des herbes médicinales dans son jardin, racontant des histoires sur chaque plante. Elle répara un vieux cerf-volant qu'ils avaient retrouvé et passa tout un après-midi à aider le garçon à le faire voler sous le soleil ardent. « Livia, puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda Auguste un dimanche après-midi, tandis qu'elle aidait Henri à construire un petit potager dans le jardin. « Oui, » répondit-elle sans arrêter de creuser la terre. « Pourquoi êtes-vous si bonne avec nous ? Vous nous connaissez à peine, vous ne nous devez rien, mais vous donnez tellement de votre temps et de votre énergie. » Livia arrêta de creuser et essuya la sueur de son front, laissant une trace de terre. « Vous voulez la belle réponse ou la vraie réponse ? » ?»« La vraie, toujours la vraie. La vérité, c'est que vous deux remplissez un vide en moi. Depuis que j'ai perdu mes parents, je me sens comme si je flottais sans but réel. Je travaille pour survivre, mais je n'ai pas de famille. Je n'ai personne qui ait vraiment besoin de moi. Quand je m'occupe d'Henri, quand je vous parle, je sens que je sers à quelque chose d'autre qu'à simplement exister. Je sais que cela semble probablement pathétique. Cela ne semble pas pathétique. Cela semble humain. » Auguste s'approcha prenant la houe de ses mains. « Livia, et si je disais que nous avons aussi besoin de vous, que vous remplissez aussi un vide dans nos vies ?» Elle le regarda avec ses yeux bruns, remplis d'émotions conflictuelles. « Ne jouez pas avec ça, Auguste. Ne jouez pas avec les sentiments d'une femme qui a déjà si peu. » « Je ne joue pas. Je suis aussi sérieux que je l'ai jamais été dans ma vie. » Il lui tint la main, sale de terre et calleuse de travail. « Je tombe amoureux de vous. Je sais que c'est trop rapide.
Je sais que je n'ai rien de matériel à offrir. Je sais que nous sommes pratiquement deux pauvres, essayant de survivre, mais mes sentiments sont réels. » Livia retira sa main doucement, des larmes se formant dans ses yeux. « Auguste, vous ne me connaissez pas vraiment. Vous voyez quelqu'un qui est gentil avec votre fils, qui cuisine et aide aux tâches, mais vous ne savez pas qui je suis réellement. Alors, racontez-moi tout sur vous. Pas aujourd'hui, pas comme ça, avec Henri à proximité, mais il faut que vous sachiez une chose. Si nous voulons avoir une chance d'avoir quelque chose de réel entre nous, il doit y avoir une honnêteté totale, sans secret, sans mensonge, sans demi-vérité. » Les mots de Livia frappèrent Auguste comme des flèches. Il construisait une relation entière sur le plus grand mensonge possible, sa propre identité. Comment pouvait-il exiger de l'honnêteté d'elle alors qu'il était lui-même fondamentalement malhonnête? Cette nuit-là, après avoir couché Henri, Auguste resta éveillé, luttant avec sa conscience. Il devait dire la vérité à Livia. Chaque jour de silence rendait la trahison pire, mais la peur de la perdre était paralysante, et si elle le rejetait? Et si elle pensait qu'il avait fait tout cela comme un jeu cruel d'aristocrate ennuyé? Et si la haine des riches, courante chez les personnes qui avaient tout perdu à cause des créanciers et des propriétaires puissants, la poussait à le mépriser? Il décida qu'il lui dirait la vérité à la prochaine occasion appropriée. Mais les occasions appropriées ne semblaient jamais arriver. Il y avait toujours quelque chose qui l'empêchait. Henri présent, d'autres habitants à proximité, le moment n'était pas adéquat. Auguste commença à réaliser qu'il créait des excuses, car au fond, il était un lâche émotionnel. La semaine suivante apporta des changements inattendus. Henri commença à avoir une fièvre légère et une toux persistante. Au début, Auguste ne s'inquiéta pas trop, pensant que c'était juste un rhume banal. Mais lorsque la fièvre augmenta et que le garçon commença à avoir du mal à respirer, la panique s'empara de lui. Dans le petit village, il n'y avait pas de médecin résident. Le plus proche se trouvait à 2 jours de voyage. « Livia, j'ai besoin d'aide. » Auguste frappa à sa porte à 22 heures, portant Henri enveloppé dans des couvertures. « Il est très chaud et il n'arrive pas à bien respirer. » Livia n'hésita pas une seconde. « Entrez-le, je vais préparer des compresses et une inhalation d'herbe. » Elle transforma sa petite maison en un hôpital improvisé, faisant bouillir de l'eau avec de l'eucalyptus et de la menthe pour les inhalations, préparant des compresses froides pour faire baisser la fièvre, faisant des tisanes de guaco pour soulager la toux. Auguste observait, impressionné par le savoir pratique qu'elle démontrait. « Où avez-vous appris tout cela? »« Ma mère était sage-femme et guérisseuse. J'ai appris avec elle dès mon plus jeune âge. Ce n'est pas le savoir d'un médecin diplômé, mais ça marche pour les maladies courantes. » Pendant toute cette nuit et le jour suivant, Livia ne quitta pas Henri. Elle appliquait les compresses religieusement toutes les heures. Elle força le garçon à boire les tisanes médicinales. Elle lui chantait doucement pour le calmer quand la toux devenait trop forte. Auguste tenta de la faire se reposer, mais Livia refusa catégoriquement. « J'ai déjà perdu des personnes que j'aimais pour ne pas en avoir bien pris soin. Je ne perdrai pas ce garçon. » L'intensité émotionnelle de cette déclaration révéla quelque chose qu'Auguste soupçonnait déjà. Livia était tombée amoureuse d'Henri aussi profondément que lui était tombé amoureux d'elle. La jeune femme pauvre et sans famille avait trouvé en ce garçon de 7 ans le fils de cœur que la vie ne lui avait jamais permis d'avoir. La 2e nuit de la maladie, la fièvre finit par baisser. Henri dormit paisiblement pour la première fois en 48 heures, respirant plus facilement. Livia, épuisée, se permit enfin de s'asseoir, appuyant sa tête contre le mur. Ses yeux étaient rougis par la fatigue et l'inquiétude. « Il va s'en sortir », murmura-t-elle plus à elle-même qu'à Auguste. « Il va s'en sortir. » Auguste s'assit à côté d'elle, leurs épaules se touchant. « Vous avez sauvé mon fils. Je ne sais comment vous remercier. » « Pas besoin de me remercier. Je ferai n'importe quoi pour ce garçon. Il fait déjà partie de mon cœur. » Des larmes coulèrent sur son visage fatigué. « C'est dangereux d'aimer ainsi quand la personne n'est pas réellement à vous, mais je ne peux pas m'en empêcher. »
Et si je vous disais qu'il pourrait être réellement à vous, que nous deux pourrions être à vous? Auguste se tourna pour la regarder. Livia, je sais que c'est tôt. Je sais que je n'ai presque rien à offrir, à part un travail acharné et un amour sincère, mais accepteriez-vous de m'épouser? Le silence qui s'ensuivit sembla durer une éternité. Livia le regardait avec un mélange de choc, de joie et de ce qui semblait être de la peur. Auguste, vous parlez sérieusement ou est-ce la fatigue de ces 2 nuits? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Je veux que vous soyez ma femme et la mère d'Henri. Je veux construire une vraie famille avec vous. Mais nous avons à peine de quoi nous soutenir. Vous gagnez peu, je gagne peu. Comment allons-nous élever un enfant et peut-être nos futurs enfants en vivant ainsi? Nous trouverons une solution. Je peux chercher un emploi fixe dans une plus grande ferme. Vous pouvez continuer vos services. Nous vivrons simplement, mais avec un amour véritable. N'est-ce pas ce qui compte? Livia ferma les yeux, et d'autres larmes coulèrent. Vous ne savez pas à quel point je veux dire oui. Vous ne savez pas à quel point j'ai rêvé de quelque chose comme ça pendant des années, sans espoir que cela se produise. Mais quoi? Auguste, je dois vous dire quelque chose sur moi, avant que vous ne fassiez cette proposition officiellement. Quelque chose qui pourrait vous faire changer d'avis. Le cœur d'Auguste s'emballa. Quel secret pourrait-elle garder? Vous pouvez parler. Rien ne changera ce que je ressens pour vous. Livia prit une profonde inspiration, se préparant à quelque chose de clairement difficile. Quand j'ai perdu mes parents et les terres, je ne suis pas seulement devenu pauvre. J'ai hérité de dettes. Elles ne sont pas énormes, mais elles sont significatives. Chaque mois, une partie de ce que je gagne va à payer les créanciers. Si vous m'épousez, ces dettes deviennent aussi les vôtres. Il ne serait pas juste de vous faire porter ce fardeau sans le savoir. Le soulagement qu'Auguste ressentit fut si intense qu'il faillit rire. Des dettes? C'était ça le grand secret. Il pourrait toutes les payer avec l'argent qu'il gardait dans un seul coffre du château. Mais il ne pouvait pas le révéler maintenant. Combien devez-vous? Environ 100 000 euros. Cela semble peu pour certains, mais pour moi, c'est une fortune que je mettrai des années à rembourser. C'était en effet une somme considérable pour quelqu'un qui gagnait un maigre salaire, mais une bagatelle pour un baron. Auguste choisit ses mots avec soin. Livia, les dettes ne m'importent pas. Ensemble, nous les paierons petit à petit. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble. Alors, ma question reste. Acceptez-vous de m'épouser? Elle ouvrit les yeux et le regarda droit dans les siens, cherchant des signes de doute ou d'hésitation. Êtes-vous absolument certain? Parce que si je dis oui, je vous aimerai, vous et Henri, de tout mon être. Je me donnerai entièrement à cette famille, et si après vous le regrettez, vous briserez mon cœur d'une manière que je ne sais pas si je pourrai surmonter. Je ne le regretterai pas, j'en suis absolument certain. Et à ce moment-là, Auguste y croyait réellement. Il aimait Livia avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie. Le problème était qu'elle aimait Auguste Dubois, le travailleur pauvre. Que se passerait-il quand elle découvrirait qu'il était Auguste de Montjoie, le baron riche qui avait menti sur tout? Alors, oui, dit Livia, sa voix tremblante d'émotion. Oui, j'accepte de vous épouser. J'accepte d'être votre femme et la mère d'Henri. J'accepte de construire cette famille avec vous. Ils s'embrassèrent pour la première fois là, dans la simple maison. À côté d'un enfant endormi, épuisé de 2 nuits sans sommeil. Ce fut un baiser chargé de promesses et d'espoir, et du moins de la part d'Auguste, d'une culpabilité grandissante pour le mensonge fondamental qui soutenait tout cela. Quand Henri se réveilla le lendemain matin, encore faible mais visiblement mieux, il trouva Auguste et Livia endormis, assis, appuyés contre le mur, les mains jointes. Le garçon sourit avec cette sagesse que les enfants démontrent parfois. « Père », murmura-t-il, secouant doucement l'épaule d'Auguste. « Livia va être ma mère maintenant. » Auguste se réveilla lentement, désorienté pendant quelques secondes, avant de se souvenir où il était.
Bonjour, mon fils, comment vous sentez-vous? Mieux, ma poitrine ne me fait plus mal et je n'ai plus si chaud. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Livia va être ma mère. Livia se réveilla aussi avec la conversation, se frottant les yeux fatigués. Bonjour, mon cher. C'est bon de vous voir mieux. Si vous et votre père le voulez, j'adorerais être votre mère, dit Livia doucement. Je ne peux pas remplacer la mère que vous avez perdue et qui est au ciel, mais je peux vous aimer autant qu'elle vous aimait. Henri n'hésita pas, se jeta dans ses bras avec toute la force que son petit corps faible permettait. Je veux, vraiment. Vous avez les yeux les plus doux de toutes les personnes que j'ai jamais connues, et vous m'apprenez des choses cool, et vous ne vous fâchez pas quand je pose trop de questions. Auguste observa l'étreinte entre son fils et la femme qu'il aimait, et ressentit un bonheur si intense qu'il en devenait douloureux. Mais avec le bonheur venait une anxiété croissante. Il avait construit cette famille parfaite sur un mensonge. Plus le temps passait, plus il serait difficile de révéler la vérité. Mais comment continuer à mentir à des personnes qu'il aimait si profondément? Les 2 semaines suivantes, les préparatifs du mariage commencèrent. Ce serait une cérémonie simple à l'église du village, célébrée par le père Antoine, suivie d'une modeste fête dans la cour de l'école, où Madame Eulalie avait gentiment offert l'espace. Livia cousait sa propre robe de mariée pendant son temps libre, utilisant un simple tissu blanc qu'elle avait acheté avec ses économies. Il n'y avait pas d'argent pour le luxe, mais il y avait un amour abondant. La communauté de Sainte-Claire-des-Vallées embrassa les préparatifs avec enthousiasme. Tout le monde aimait Livia et voyait dans ce mariage une chance de bonheur pour la jeune femme qui avait tant souffert. Madame Françoise s'offrit pour faire le gâteau. Monsieur Tobias donna un cochon de lait pour le repas festif. D'autres familles contribuèrent avec ce qu'elles pouvaient, fruits, friandises, fleurs des champs pour décorer l'église. Auguste observait toute cette générosité avec une boule dans la gorge. Ces gens simples donnaient du peu qu'ils avaient pour célébrer l'union de 2 inconnus arrivés il y a seulement quelques mois. C'était un type de solidarité communautaire qui n'existait pas dans le monde aristocratique, où les fêtes de mariage étaient plus une question d'affichage de richesse et de formation d'alliances politiques que d'amour véritable. Ce fut pendant ces préparatifs qu'Auguste commença à se demander s'il devait réellement révéler sa véritable identité. Et s'il continuait simplement à être Auguste Dubois pour toujours. Et s'il abandonnait complètement sa vie de baron et vivait véritablement comme un homme du peuple. L'idée était séduisante et terrifiante à la fois. Le problème était les implications pratiques. Il avait des responsabilités, des terres à administrer, des travailleurs qui dépendaient de leurs emplois à la ferme, des engagements commerciaux. Sa mère était certainement déjà inquiète de sa disparition prolongée. Il ne pouvait pas simplement disparaître pour toujours. Tôt ou tard, il devrait régler ses comptes avec sa vraie vie. « Vous êtes distrait dernièrement », commenta Livia un après-midi, alors qu'ils aidaient Henri à faire ses devoirs. « Êtes-vous préoccupé par quelque chose ?»« Je pense juste à l'avenir, » répondit Auguste, ce qui était techniquement vrai, en voulant m'assurer que je serais un bon mari pour vous et un bon père pour Henri. Vous êtes déjà un bon père, et je suis sûr que vous serez un bon mari. » Livia cessa d'aider Henri et le regarda directement. « Livia, et si je vous disais que ma vie avant d'arriver ici était différente, qu'il y avait des choses que je ne vous ai pas racontées ?» Elle s'arrêta d'aider Henri et le regarda directement. « Tout le monde a un passé, Auguste. Ce qui importe, c'est qui vous êtes maintenant et qui vous voulez être à l'avenir. Mais et si mon passé affecte notre avenir d'une manière inattendue? Vous avez fait quelque chose d'illégal? Blessé quelqu'un? Avez-vous une autre famille cachée quelque part? Non, rien de tout ça. C'est plus compliqué. Alors, nous nous en occuperons quand ce sera nécessaire. Mais aujourd'hui, maintenant, nous avons un mariage à planifier et un garçon qui a besoin d'attention. Le reste, nous le résoudrons avec le temps. » Sa réponse était si pragmatique, si pleine de confiance fondamentale, qu'Auguste sentit sa culpabilité augmenter encore plus.
La date du mariage fut fixée à un samedi, 4 semaines après la demande. Ce serait suffisant pour que Livia termine la robe et pour que la communauté organise la fête. Henri était excité d'une manière qu'Auguste n'avait pas vue depuis avant la mort de Béatrice. Le garçon aidait à tout ce qu'il pouvait, cueillant des fleurs des champs pour décorer, aidant Livia à coudre, utilisant une grande aiguille et du fil pour enfants, pratiquant le petit discours qu'il ferait à la fête. Mais 3 jours avant le mariage, le monde soigneusement construit d'Auguste commença à s'effondrer d'une manière qu'il n'aurait pu prévoir. Tout commença par une visite inattendue. C'était un jeudi après-midi, le soleil encore haut dans le ciel, lorsqu'une élégante voiture entra dans le village de Sainte-Claire-des-Vallées, provoquant un brouhaha immédiat parmi les habitants. Des voitures de ce niveau n'apparaissaient tout simplement pas là. Le véhicule était clairement aristocratique, peint d'un noir lustré, tiré par 4 chevaux de race, avec le blason familial estampillé sur la portière. Le conducteur portait une livrée et un homme, élégamment vêtu, descendit du véhicule avec l'autorité naturelle de celui qui était habitué à être obéi. C'était Joseph Dubois, le régisseur de confiance d'Auguste, et son visage affichait un mélange de soulagement et d'inquiétude lorsqu'il localisa enfin son patron travaillant dans le potager de M. Tobias. « Monsieur le baron, » dit Joseph, oubliant momentanément la nécessité de discrétion dans l'urgence du moment. « Dieu merci, je vous ai trouvé. Il y a une urgence au domaine qui requiert votre présence immédiate. » Auguste sentit le sang se figer, regarda rapidement autour de lui. Monsieur Tobias était assez proche pour avoir entendu, d'autres travailleurs aussi. Et pire encore, Henri jouait à quelques mètres de là avec d'autres enfants. « Joseph, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. » Auguste tenta, mais sa voix sortit étranglée, sans conviction. « Monsieur, nous n'avons pas le temps pour ça. Votre mère est gravement malade. Les médecins ne savent pas combien de temps il lui reste. Elle demande à vous voir, vous et le jeune Henri. Nous devons rentrer immédiatement. » La nouvelle de sa mère frappa Auguste comme un coup de poing. Madame Espérance de Montjoie, la matriarche forte et saine de la famille, était en train de mourir. C'était impossible, mais Joseph ne mentirait pas sur une telle chose. Le régisseur avait des défauts, mais la loyauté et l'honnêteté n'en faisaient pas partie. Ma mère. Auguste laissa tomber sa houe, la façade d'Auguste Dubois s'effondrant. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fièvre soudaine, il y a 2 semaines. Elle a commencé comme quelque chose de simple, mais a empiré rapidement. Les meilleurs médecins de 3 provinces ont été appelés, mais rien n'a fonctionné. Elle délire, vous appelle vous et le garçon, constamment. « Monsieur, nous devons y aller maintenant. » Monsieur Tobias avait arrêté de travailler et observait la scène avec une confusion croissante. « Auguste, qui est cet homme? Pourquoi vous appelle-t-il baron ?» Avant qu'Auguste ne puisse répondre, Henri arriva en courant. « Père, père, cette belle voiture est comme celle que nous avions à la maison, que je voyais dans les livres d'histoire. » Le garçon s'arrêta en voyant Joseph, ses yeux s'écarquillant. « Monsieur Joseph, vous êtes venu nous chercher? Grand-mère a envoyé un message ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les travailleurs proches s'étaient arrêtés pour observer. La nouvelle se répandrait dans tout le village en quelques minutes. Auguste Dubois, le travailleur pauvre et veuf, avait une voiture aristocratique, un régisseur qui l'appelait baron, et une vie antérieure qui impliquait clairement richesse et position sociale élevée. « Henri, allez chercher Livia pour moi, » dit Auguste, sa voix résonnant de défaite. « Dites-lui que c'est urgent. » Le garçon, percevant que quelque chose de grave se passait, obéit sans poser de questions. Auguste se tourna vers M. Tobias. « Je peux tout expliquer, mais j'ai besoin de quelques minutes. » « Je pense que vous feriez mieux d'expliquer en effet, jeune homme, car jusqu'à présent, je pensais que vous étiez celui que vous disiez être. » Livia arriva en courant 5 minutes plus tard, alertée par Henri que quelque chose n'allait pas.
Quand elle vit l'élégante voiture, l'homme en livrée, et l'expression dévastée sur le visage d'Auguste, elle s'arrêta brusquement. Ses yeux passèrent d'un élément à l'autre, traitant la scène, et Auguste vit l'instant exact où la compréhension commença à se former sur son visage. « Auguste !» dit-elle, mais sa voix était différente, prudente, suspectant déjà quelque chose de terrible. « Livia, je dois vous dire quelque chose. Je dois vous le dire à tous. » Auguste prit une profonde inspiration, sachant que les prochains mots détruiraient tout ce qu'il avait construit. « Mon nom n'est pas Auguste Dubois. Mon nom complet est Auguste de Montjoie. Je suis le baron et propriétaire du domaine Sainte-Rita, l'une des plus grandes propriétés rurales de la région. » Le choc sur le visage de Livia fut comme un coup de poignard dans le cœur d'Auguste. « Vous êtes un baron ?» répéta-t-elle comme si les mots n'avaient pas de sens. « Vous avez un domaine? Vous êtes riche? »« Oui, très riche. Je suis venu ici en faisant semblant d'être pauvre parce que je voulais trouver quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Quelqu'un qui aimerait Henri vraiment, non pas comme un moyen d'accéder à la fortune familiale. Vous avez menti pendant tous ces mois. Vous m'avez menti sur qui vous êtes. » La voix de Livia était calme, mais il y avait une douleur profonde derrière les mots. « Vous avez menti sur votre vie, votre identité, votre situation. Vous m'avez laissé me soucier de l'argent, de notre avenir, de comment nous allions survivre. Et tout ce temps, vous étiez l'un des hommes les plus riches de la région. J'allais le dire. Je prévoyais de le dire avant le mariage. » « Avant le mariage, Auguste ? Dans 3 jours. 3 jours avant de me marier avec un homme que je pensais connaître, mais qui est apparemment un parfait inconnu. » Des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit que vous ayez dit ou fait? Comment savoir si vos sentiments étaient réels? » « Mes sentiments ont toujours été réels. L'amour que je ressens pour vous est la chose la plus authentique de ma vie. Mais il a été construit sur un mensonge énorme et fondamental qui change tout. » Joseph, réalisant qu'il assistait à quelque chose d'extrêmement privé et douloureux, tenta d'intervenir. « Monsieur le baron, je regrette de vous interrompre, mais nous devons vraiment partir. Votre mère... » « Je sais, Joseph. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. » Auguste se tourna complètement vers Livia, ignorant les regards curieux de tous ceux qui l'entouraient. « Livia, j'ai commis une terrible erreur. Je le reconnais, mais ma mère est en train de mourir. Je dois aller la voir. Ensuite, je reviendrai et nous parlerons correctement de tout. S'il vous plaît, ne prenez aucune décision maintenant. Attendez mon retour. » « Revenir ?» Livia rit sans humour. « Vous allez retourner à votre vie de baron, à votre château, à votre monde de richesse et de privilèges. Pourquoi reviendriez-vous dans un village insignifiant et auprès d'une femme modeste que vous avez trompée? Parce que je vous aime, parce que j'ai promis de vous épouser, parce qu'Henri a besoin de vous. Henri a besoin d'une mère, pas de quelqu'un qui a été trompé par son père. » Henri, qui avait observé tout cela avec une angoisse croissante, commença à pleurer. « Maman Livia, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas avec Père. Il voulait juste trouver quelqu'un qui nous aimerait vraiment. Il m'a expliqué, c'était comme une aventure, mais les sentiments étaient réels. Vous nous aimez vraiment, n'est-ce pas ?» Le garçon courut vers Livia et s'accrocha à sa jupe, ses petits yeux rougis par les larmes. « S'il vous plaît, ne partez pas. J'ai besoin de vous. Vous êtes la meilleure mère que je puisse avoir. » La scène brisa le cœur de tous ceux qui observaient. Livia s'agenouilla à la hauteur d'Henri, essuyant tendrement les larmes de son petit visage, même si ses propres larmes coulaient. « Mon chéri, je vous adore. Cela ne changera jamais, mais j'ai besoin de temps pour comprendre tout ça. Votre père a fait quelque chose de très compliqué, quelque chose qui m'a profondément blessé. Cela ne signifie pas que je ne vous aime pas, cela signifie que j'ai besoin de réfléchir. »« Mais vous serez là quand je reviendrai ?» demanda Henri, sa voix tremblante de peur. « Promettez que vous ne partirez pas pour toujours. » Livia regarda Auguste par-dessus la tête d'Henri. « Je serai ici au village, mais je ne peux rien promettre de plus.
C'était le maximum qu'elle put offrir à ce moment-là. Auguste hocha la tête, comprenant qu'il avait de la chance d'avoir au moins cela. « Joseph, préparez la voiture, nous partons dans 5 minutes. » Il s'agenouilla également, à la hauteur d'Henri. « Mon fils, nous devons aller voir grand-mère, elle est très malade. Mais le mariage, et Livia, nous allons tout régler à notre retour. Maintenant, allez chercher vos affaires, juste le nécessaire. » Tandis qu'Henri courait vers la simple maison, Auguste tenta une dernière fois. « Livia, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais pourriez-vous au moins envisager la possibilité de me pardonner, d'essayer de reconstruire quelque chose de vrai à partir de maintenant? Vous voulez que je vous fasse confiance après des mois de mensonges? Vous voulez que je croie que l'amour d'un baron pour une paysanne modeste est réel, et non pas une simple fantaisie qui prendra fin quand vous retournerez à votre monde? Ce n'est pas une fantaisie, ces mois ici ont été les plus réels de ma vie. J'ai appris plus sur qui je suis réellement et qui je veux être en vivant dans cette simple maison avec vous qu'en 37 ans de privilèges. » De belles paroles, Auguste. Ou dois-je vous appeler baron de Montjoie maintenant? L'amertume dans sa voix coupa profondément. « Appelez-moi Auguste, c'est toujours mon vrai nom. La seule chose qui a changé, c'est le nom de famille et les circonstances. L'homme qui est tombé amoureux de vous existe vraiment. Il n'a pas été une invention. Mais cet homme n'a jamais été vraiment pauvre. Il n'a jamais ressenti l'angoisse réelle de ne pas savoir s'il aurait de la nourriture le mois suivant. Il n'a jamais expérimenté l'humiliation d'être méprisé pour ne pas avoir de titre ou d'argent. Vous jouiez à être pauvre. Je vis cela tous les jours de ma vie. Ah, vous avez raison. Et j'ai été un fou arrogant de penser que quelques semaines de travail acharné me donneraient une véritable compréhension de votre réalité. » Monsieur Tobias, qui était resté silencieux à observer, prit enfin la parole. « Jeune homme, je ne sais pas qui vous êtes vraiment, mais je sais qui vous avez été ici. Vous avez été un bon travailleur, un bon voisin, un bon père. Cela compte pour quelque chose, même avec les mensonges. Merci, monsieur Tobias. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. » Henri revint, portant une petite baluchon avec ses vêtements et le nid d'oiseau qu'il avait trouvé le premier jour au village. « Je suis prêt, père. » Le garçon se tourna vers Livia une dernière fois. « Maman Livia, quand je reviendrai, vous m'apprendrez toujours à faire ce gâteau de maïs que vous avez promis et nous planterons toujours les graines de tournesol. » Livia ne put répondre, hocha simplement la tête, les larmes l'empêchant de parler. Auguste et Henri montèrent dans l'élégante voiture, et le contraste avec la vie simple qu'ils avaient menée ces dernières semaines ne pouvait être plus frappant. Lorsque la voiture commença à avancer, Henri regarda par la fenêtre, agitant frénétiquement la main, jusqu'à ce que Livia disparaisse au loin. « Père, Livia nous pardonnera-t-elle? » « Je ne sais pas, mon fils. J'ai fait une très grave erreur en lui mentant. Même si mes motifs étaient bons, le mensonge l'a blessé. Mais vous l'aimez vraiment, n'est-ce pas? Je l'aime plus que je n'ai jamais aimé personne. Alors, il faut qu'on lui fasse comprendre ça. Quand grand-mère ira mieux, on reviendra et on lui montrera que notre amour est réel. » Auguste serra son fils dans ses bras, souhaitant avoir la foi simple des enfants que tout se résoudrait avec suffisamment d'amour. Le voyage de retour vers le domaine Sainte-Rita dura 2 jours entiers. Joseph expliquant en détail tout ce qui s'était passé. Madame Espérance était tombée malade subitement 3 semaines auparavant. Au début, ils pensèrent que c'était juste une forte grippe, mais la fièvre persista et elle commença à avoir des épisodes de délire. Les meilleurs médecins avaient été appelés, mais aucun ne réussit à identifier exactement ce qui n'allait pas. Certains suspectaient une fièvre typhoïde, d'autres une pneumonie sévère. Certains mentionnèrent même un empoisonnement, bien qu'il n'y eût aucune preuve. Ce sur quoi tous s'accordaient, c'était que la matriarche de la famille Montjoie était gravement malade et que son état empirait de jour en jour. Elle vous appelait, vous et le jeune Henri, dans ces moments de délire, expliqua Joseph.
Elle disait qu'elle devait vous demander pardon, qu'elle avait commis une grave erreur. Nous ne comprenions pas très bien, mais il était clair qu'elle voulait vous voir avant que, avant que quelque chose de grave n'arrive. Comment vont les affaires du domaine? Sous contrôle. J'ai tout maintenu en fonctionnement comme vous l'aviez ordonné avant de partir. Les récoltes ont été bonnes, les contrats ont été respectés, il n'y a pas eu de problème majeur. Quand ils arrivèrent enfin au château du domaine Sainte-Rita, Auguste ressentit quelque chose d'étrange. Cette imposante construction, qui avait toujours été sa maison, lui semblait maintenant étrangement trop grande, trop vide, trop froide. Comparée à la simple maison de 3 pièces à Sainte-Claire-des-Vallées, où il avait été sincèrement heureux, le château aristocratique ressemblait plus à une prison dorée qu'à un foyer. Henri observait tout avec des yeux écarquillés, comme s'il voyait pour la première fois, bien qu'il y eût vécu toute sa vie. « Père, notre maison est vraiment énorme, comme on se sentait seul ici. » L'observation du garçon était trop profonde pour son âge, mais complètement juste. Il s'était senti seul, même entouré de luxe et de domestiques. Madame Marthe, la gouvernante, attendait à la porte principale. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant Auguste et Henri. « Monsieur le baron, Dieu merci, vous êtes revenu. Madame va très mal. Le médecin est avec elle maintenant. » Auguste monta les escaliers en courant, Henri derrière lui. La chambre de sa mère, habituellement pleine de lumière et de fleurs, était sombre, avec des rideaux tirés et une odeur médicinale dans l'air. Madame Espérance de Montjoie était allongée sur l'énorme lit, son corps robuste semblant maintenant plus petit, plus fragile. Son visage, toujours plein de couleurs et d'autorité, était pâle et émacié. Elle ouvrit les yeux lorsqu'elle entendit des pas et, en voyant Auguste et Henri, commença à pleurer. « Mon fils, mon petit-fils, je croyais que je ne vous reverrais plus. » Sa voix était faible, rauque. « Mère, je suis là, nous sommes là. » Auguste s'agenouilla à côté du lit, tenant sa main, choqué de la voir si amaigrie en quelques semaines. « Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a dit que c'était soudain. C'est une fièvre qui ne passe pas, mais c'est peut-être un châtiment. » Un châtiment pourquoi? Pour avoir été trop orgueilleuse, trop arrogante, pour avoir jugé les gens par l'argent qu'ils ont et non par leur caractère. Elle toussa et l'effort l'épuisa clairement. Quand vous avez disparu avec Henri, j'étais furieuse. Je pensais que vous faisiez quelque chose de ridicule, mais après, je me suis retrouvée seule dans cet immense château et j'ai réalisé que vous aviez raison. Raison sur quoi? Sur le fait que la richesse n'apporte pas le bonheur, sur le besoin d'un amour véritable et non d'alliances opportunes. Je meurs entouré de luxe, mais seul. Vous étiez vivant, entouré de simplicité, mais heureux. Je l'ai vu sur les photographies que l'enquêteur a apportées avant que je ne tombe malade. Vous et Henri riant, sincèrement heureux d'une manière que je n'ai jamais vue ici. Henri, qui était resté silencieux jusque-là, s'approcha du lit. « Grand-mère, vous allez vous remettre et quand vous serez guérie, nous vous présenterons Maman Livia. C'est la personne la plus gentille du monde. Elle a de vrais yeux doux. » « Maman Livia ?» Madame Espérance regarda Auguste d'un air interrogateur. « La femme dont je suis tombé amoureux. Nous devions nous marier dans 3 jours, mais tout s'est effondré quand Joseph est arrivé et a révélé qui j'étais réellement. Vous ne lui avez pas dit avant? » Il y avait une réelle surprise dans sa voix faible. « Non, j'ai été lâche. J'ai continué à repousser de peur de la perdre et j'ai fini par la perdre de toute façon à cause du mensonge. Alors, vous avez enfin compris ce que j'ai essayé de vous apprendre pendant des années. Les mensonges, même bien intentionnés, se retournent toujours contre nous. » Le médecin entra à ce moment-là, un homme âgé appelé docteur Lefebvre, qui soignait la famille depuis des décennies. « Baron de Montjoie, j'ai besoin de vous parler en privé. » Ils sortirent dans le couloir, laissant Henri converser doucement avec sa grand-mère. « Docteur, quel est le véritable pronostic? » « Sincèrement, je ne sais pas.
J'ai vu beaucoup de cas de fièvre persistante, mais celui-ci est particulier. Aucun des traitements conventionnels ne fonctionne. Elle va mourir. Les mots sortirent avec difficulté. Je ne peux rien garantir, mais si cela continue ainsi, oui, dans quelques jours ou semaines. Auguste sentit le sol disparaître sous ses pieds. Perdre sa mère maintenant, alors qu'il commençait enfin à comprendre les leçons qu'elle avait tenté de lui enseigner pendant des années. Cela semblait une cruauté cosmique. Les 3 jours suivants, Auguste ne quitta pratiquement pas la chambre de sa mère. Henri y passait également des heures, racontant des histoires sur Sainte-Claire-des-Vallées, sur les amis qu'il s'était faits, sur Livia et tout ce qu'elle leur avait appris. Madame Espérance écoutait tout avec une attention croissante et Auguste percevait que la maladie avait adouci ses préjugés aristocratiques. « Cette Livia semble être une femme remarquable », commenta-t-elle après l'une des histoires d'Henri. « Elle s'est occupée de vous sans savoir qui vous étiez réellement. Elle a aimé par le caractère, pas par le titre. C'est exactement le genre de femme que j'aurais voulu que vous rencontriez si mon orgueil stupide ne m'avait pas rendu aveugle à ces choses. Mais je l'ai perdue, mère. Je lui ai menti pendant des mois. Comment peut-elle me pardonner? Peut-être qu'elle ne le pourra pas, mais vous devez au moins essayer. Vous devez être complètement honnête cette fois. Non seulement sur qui vous êtes, mais sur pourquoi vous avez menti, sur ce que vous avez ressenti, sur qui vous êtes devenu pendant ce temps. Le 4e jour après son retour, quelque chose d'inattendu se produisit. La fièvre de Madame Espérance commença à baisser, non pas de manière spectaculaire, mais de façon constante. Docteur Lefebvre fut perplexe, mais plein d'espoir. Parfois, le corps décide simplement de se battre. Je n'ai pas d'explication médicale, mais elle va mieux. Une semaine plus tard, Madame Espérance était assise dans son lit, encore faible, mais visiblement rétablie. « C'est un miracle », déclara docteur Lefebvre. « Je n'ai jamais vu une récupération aussi soudaine après des semaines de déclin. » Auguste suspectait que ce n'était pas vraiment un miracle médical. Il était plus probable que sa mère, ayant eu la chance de se réconcilier avec lui et de mieux connaître Henri, avait trouvé une raison de se battre pour la vie. Parfois, la volonté de vivre faisait plus de différence que n'importe quel médicament. Maintenant que vous allez mieux, mère, je dois retourner à Sainte-Claire-des-Vallées pour essayer de reconquérir Livia. Oui, je ne sais pas si cela fonctionnera, mais je dois essayer. Alors allez-y. Et Auguste? Oui, mère. Cette fois, soyez complètement honnête. Racontez tout. Laissez-la décider sur la base de la vérité totale, pas de la version éditée que vous pensez qu'elle veut entendre. Et si elle vous rejette, acceptez-le avec dignité. Mais si elle vous accepte, ramenez-la ici. Je veux connaître la femme qui a réussi à faire enfin grandir mon fils. 2 jours plus tard, Auguste était de retour à Sainte-Claire-des-Vallées, mais cette fois, il ne prétendait être personne d'autre que lui-même. Il portait des vêtements simples, mais de bonne qualité. Il voyageait dans une voiture modeste, mais confortable, et avait emmené Henri avec lui. Ils arrivèrent au crépuscule d'un samedi, 2 semaines après la date qui aurait dû être celle de leur mariage. Le village semblait différent, maintenant que tous savaient qui il était réellement. Les gens le regardaient avec un mélange de curiosité, de respect et, dans certains cas, de ressentiment. Le travailleur simple qu'ils avaient accueilli s'était révélé être un aristocrate trompeur. Certains y voyaient une trahison de la confiance communautaire. Auguste se dirigea directement vers la maison de Livia, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'il frappait à la porte. Elle mit quelques minutes à ouvrir, et quand elle le fit, Auguste fut choqué par son apparence. Livia avait maigri, elle avait de profondes cernes sous les yeux, et une tristesse palpable enveloppait toute sa présence. « Auguste, » dit-elle, sa voix neutre, soigneusement dépourvue d'émotion, « je ne m'attendais pas à vous revoir. » Puis-je entrer? J'ai besoin de vous parler. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. S'il vous plaît, Livia, 10 minutes, c'est tout ce que je demande. Si après, vous voulez que je parte pour toujours, je partirai et je ne vous dérangerai plus jamais. Elle hésita,
puis ouvrit complètement la porte. « 10 minutes, mais Henri ne peut pas être présent. Je ne veux pas qu'il voie si la conversation devient difficile. » Auguste fit un signe à Madame Françoise, qui attendait dans la voiture avec Henri. « Occupez-vous de lui quelques minutes, s'il vous plaît. » Il entra dans la petite maison qu'il avait si bien connue ces dernières semaines. Tout était exactement comme il s'en souvenait, mais cela semblait différent maintenant, plus triste, plus vide. Ma mère était malade. Il commença, très malade. Nous pensions qu'elle allait mourir, c'est pourquoi j'ai dû partir si soudainement. Je suis désolé pour votre mère. J'espère qu'elle va mieux. Oui, elle s'est miraculeusement rétablie et pendant tout le temps que j'ai passé à son chevet, pensant que j'allais la perdre, tout ce que je pouvais penser, c'était que je vous avais déjà perdu. Auguste, je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Je ne veux pas que vous disiez quoi que ce soit pour l'instant. Je veux que vous me laissiez tout expliquer complètement, sans rien omettre. Et ensuite, vous déciderez s'il y a une possibilité de me pardonner ou si je dois accepter que j'ai détruit quelque chose de précieux que je ne récupérerai jamais. Livia s'assit sur la simple chaise et Auguste resta debout, sentant qu'il ne méritait pas le confort de s'asseoir. La vérité complète est celle-ci. Oui, je suis le baron Auguste de Montjoie. J'ai une fortune considérable, de vastes terres, une position sociale élevée. Je suis veuve depuis 5 ans, ma femme étant décédée en couche. Depuis, j'ai essayé d'élever Henri seul, mais j'ai lamentablement échoué à lui donner l'affection dont un enfant a besoin. Ma vie était un défilé constant de femmes intéressées par mon titre et ma fortune. Aucune ne manifestant une affection authentique pour Henri. Toutes le voyaient comme un obstacle, et non comme un enfant qui avait besoin d'amour. Voir mon fils dépérir émotionnellement m'a désespéré. C'est alors que j'ai eu l'idée absurde de faire semblant d'être pauvre pour trouver quelqu'un qui nous aimerait sincèrement. Je suis venu à Sainte-Claire-des-Vallées sous une fausse identité. J'ai vécu dans une maison simple. J'ai travaillé dur pour la première fois de ma vie. J'ai expérimenté ce que c'est que de lutter réellement pour survivre. Et ce fut l'expérience la plus transformatrice que j'ai jamais vécue. J'ai appris plus sur moi-même en 3 mois en tant qu'Auguste Dubois qu'en 37 ans en tant que baron de Montjoie. Livia l'écoutait en silence, son visage indéchiffrable. Et puis je vous ai rencontré, une femme qui a pris soin de mon fils avec un amour pur, qui m'a traité avec gentillesse, sans arrière-pensée, qui trouvait la joie dans les choses simples, qui avait de la dignité même dans la pauvreté. Vous m'avez donné envie d'être un homme meilleur. Vous m'avez fait remettre en question toutes les valeurs superficielles qui avaient toujours guidé ma vie. Quand je vous ai demandé en mariage, chaque mot était sincère. Mon amour pour vous est la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie. Mais la base était un mensonge. Et cette contradiction fait de moi le pire des lâches, quelqu'un qui a sacrifié son intégrité en quête de quelque chose qui n'a de valeur que si elle est construite sur l'honnêteté. Auguste se permit enfin de s'asseoir, non par confort, mais parce que ses jambes tremblaient. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Je peux expliquer mes motifs, mais les motifs ne justifient pas les mensonges. Je suis venu ici aujourd'hui, non pas pour demander votre pardon, car je sais que je ne le mérite pas. Je suis venu pour vous dire la vérité complète et vous donner le pouvoir de choisir que je n'aurais jamais dû vous retirer. Si vous pouvez trouver dans votre cœur une manière de me pardonner, je promets qu'il n'y aura plus jamais de mensonges entre nous. Je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de cette seconde chance. Mais si vous ne parvenez pas à me faire confiance à nouveau, j'accepterai votre décision et je quitterai votre vie. Je vous demande juste une chose, ne punissez pas Henri pour mes erreurs. Il vous aime sincèrement, ce n'était pas de sa faute. Livia resta silencieuse si longtemps qu'Auguste commença à penser qu'elle ne répondrait pas. Quand elle parla enfin, sa voix était basse, mais ferme. « Vous m'avez profondément blessé, Auguste. Pendant des semaines, je me suis permis de rêver d'une famille, d'un avenir, d'un amour véritable. Et découvrir que tout était basé sur un mensonge a détruit ses rêves de manière brutale. J'ai passé les 2 dernières semaines à tout remettre en question.
Chaque conversation que nous avons eue, chaque moment partagé, chaque promesse faite. Qu'est-ce qui était réel? Qu'est-ce qui était du théâtre? Comment puis-je distinguer l'homme véritable de la personne que vous avez créée? Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Et savez-vous ce qui fait le plus mal? C'est que même en sachant tout, même en ressentant cette trahison, je vous aime toujours. J'aime toujours cet homme que j'ai rencontré, même en sachant qu'il n'existe pas de la manière dont je le pensais. Il existe, insista Auguste. L'homme qui est tombé amoureux de vous, qui a travaillé à vos côtés, qui a conversé avec vous les dimanches après-midi, cet homme est réel. La seule différence est qu'il a plus d'argent qu'il ne l'a admis, mais les sentiments, les valeurs, les expériences, tout cela était authentique. Comment puis-je en être certaine? Comment savoir que lorsque vous retournerez à votre vie de baron, vous n'oublierez pas simplement la paysanne modeste avec qui vous avez joué à la maison pendant quelques mois? Parce que je ne retournerai pas à cette vie, pas de la même manière. Auguste se pencha en avant, voulant qu'elle comprenne. Ces mois ici m'ont fondamentalement changé. Je ne peux plus redevenir l'aristocrate arrogant que j'étais avant. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que je veux une vie différente. Je ne veux pas vivre en permanence dans l'énorme et vide château. Je ne veux pas participer à des événements sociaux superficiels. Je ne veux pas juger les gens par leur nom de famille ou leur fortune. Je veux construire quelque chose de réel, basé sur l'amour et des valeurs authentiques. Et le domaine, les responsabilités, vous ne pouvez pas simplement tout abandonner. Je ne vais pas abandonner, mais je peux administrer différemment. Je peux vivre plus simplement, plus connecté aux gens qui travaillent sur les terres, plus concentré sur ce qui compte vraiment. Et je peux faire tout cela à vos côtés, si vous me le permettez. Livia essuya ses larmes, essayant de digérer tout ce qu'elle entendait. Auguste, vous me demandez de croire qu'un baron va abandonner son style de vie pour une femme simple? Je n'abandonne pas pour vous, bien que vous en soyez la meilleure raison possible. Je change parce que j'ai découvert que ce style de vie me tuait de l'intérieur. Il transformait mon fils en un enfant triste et solitaire. Il m'empêchait d'avoir toute connexion humaine réelle. Vous m'avez montré une meilleure alternative. Vous m'avez montré comment vivre vraiment et non pas simplement exister entouré de luxe vide. Et votre mère, votre famille, accepteront-elles que vous épousiez quelqu'un comme... Ma mère vous accepte déjà. Elle a passé la dernière semaine à entendre Henri parler de vous. Elle veut vous connaître personnellement. Quant au reste de ma famille et de la société, franchement, je ne me soucie pas de leur opinion. Livia se leva et marcha vers la fenêtre, regardant dehors tout en réfléchissant. J'ai besoin de temps, Auguste. Je ne peux pas simplement dire oui ou non comme ça, à chaud. J'ai besoin de digérer tout cela, de penser aux implications, de décider si je peux vraiment vous faire confiance à nouveau. Combien de temps avez-vous besoin? Je ne sais pas, quelques semaines, peut-être des mois. Je peux attendre. J'attendrai toute une vie, si nécessaire. Auguste se leva également. Mais puis-je demander une faveur? Puis-je continuer à venir ici, non pas pour vous faire pression, mais pour vous montrer que j'ai changé, que je suis sincère dans tout ce que j'ai dit. Laissez-moi le prouver par des actions, pas seulement par des mots. Livia réfléchit un instant. Vous pouvez venir, mais sans pression, sans attente. Nous allons nous redécouvrir, cette fois sans mensonge. Sans mensonge, je le promets. Et Henri, il n'a aucune faute. Vous pouvez l'amener quand vous voulez. Il m'a beaucoup manqué. L'émotion dans sa voix en parlant du garçon donna de l'espoir à Auguste. Si elle aimait toujours Henri, il y avait une chance de reconstruire quelque chose. Il est dehors. Il meurt d'envie de vous voir. Alors amenez-le, mais Auguste? Oui. Si vous me blessez à nouveau, si je découvre que tout cela n'est qu'un autre mensonge ou une manipulation, je promets que vous me perdrez pour toujours et que vous perdrez toute chance de faire partie de la vie d'Henri aussi. Compris? Compris parfaitement. Et je ne vous blesserai pas. C'est la promesse la plus importante que j'ai jamais faite de ma vie. Auguste sortit et revint avec Henri, qui entra en courant et se jeta dans les bras de Livia.
Maman Livia, tu m'as tellement manqué. Grand-mère va mieux, elle veut te connaître. Et le château est énorme, mais vide. Ce n'est pas aussi bien qu'ici. Puis-je revenir vivre ici avec toi et père ?» Livia serra le garçon fort dans ses bras, ses larmes mouillant ses cheveux. « Nous verrons, mon chéri. D'abord, ton père et moi devons régler certaines choses, mais tu seras toujours le bienvenu ici, quoi qu'il arrive. » Pendant les semaines suivantes, Auguste fit exactement ce qu'il avait promis. Il visitait régulièrement Sainte-Claire-des-Vallées, amenant toujours Henri, mais ne pressant jamais Livia pour une réponse. Il commença à mettre en œuvre de réels changements dans sa vie. Il vendit une partie des terres les moins productives du domaine, ne gardant que l'essentiel. Il convertit une aile du château en école pour les enfants des travailleurs agricoles, embauchant des professeurs qualifiés. Il instaura des salaires plus justes et de meilleures conditions pour tous ceux qui travaillaient sur ses propriétés. Il créa un fonds pour aider les familles en difficulté dans la région. Plus important encore, il travaillait lui-même régulièrement les terres, non pas comme une supervision aristocratique, mais réellement en labourant, plantant, récoltant. Les travailleurs se montrèrent d'abord méfiants, pensant que c'était une performance, mais peu à peu, ils réalisèrent que c'était sincère. Le baron avait fondamentalement changé. Si vous aimez cette histoire,